Voilà une interview pour une grande chaîne fédérale russe. On parle évidemment principalement de la situation dans le Donbass, mais également de l'attitude des Ukrainiens, donc du régime de Zelensky, sur le territoire russe, de soupçons d'utilisation d'armes bactériologiques ou d'armes chimiques en Russie, et d'autres attaques terroristes de tout type. Par ailleurs, il y a de nombreuses questions sur l'attitude qui sera adoptée à partir de son investiture par Donald Trump. Comment va-t-il pouvoir prendre la mesure du Pentagone, de la CIA, mais également du Congrès et du Sénat, qui sont majoritairement républicains, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont majoritairement décidés à suivre les idées et la vision de Donald Trump pour rétablir un peu de paix dans le monde. On attend avec impatience à cet égard la réunion qui est annoncée entre Trump, Poutine et Xi. Mais on sait très bien que de toute façon, ces réunions sont des signaux que le dialogue reprend. Est-ce que ça suffira ou pas? Au cours des derniers jours, j'ai proposé sur ma chaîne Substack 2 lettres. Une lettre qui parle principalement des sociétés secrètes et semble-t-il, elle passionne beaucoup. En tout cas, j'ai d'excellents retours concernant cette lettre. Et une autre qui concerne le déclin de la France, puisque je rappelle dans cette lettre qu'au début des années 80, au moment de l'élection de François Mitterrand, le produit national brut par habitant de la France était équivalent à celui des États-Unis. Depuis, nous avons un décrochage complet et ce décrochage s'accélère avec Macron. Et vous allez voir le lien entre les deux, entre les sociétés secrètes, entre l'eschatologie, entre finalement l'avènement de Macron par l'intermédiaire d'un travail préparatoire de Mitterrand. Vous verrez, tout est lié. C'est une danse obscure, une danse ténébreuse, une danse inquiétante, mais qui mérite véritablement que vous passiez du temps à la lire. Alors l'adresse c'est substack.com, substack.com. Mon nom c'est Bertrand55, donc substack.com. Mon nom est Bertrand55. Et par ailleurs, si vous voulez rentrer en contact directement avec moi, écrivez à bertrand@55bellechasse.com. Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, @55bellechasse.com, 55 B-E-2-L-E-C-H-A-2-S-E.com. Vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo et par mail, de toute façon, je vous expliquerai tout si vous avez des demandes particulières. En tout cas, j'espère que de plus en plus nombreux, vous allez rejoindre ma lettre Substack, parce que comme vous l'avez noté, il y a de forts risques de censure, et de censure peut-être totale, de X en France ou en Europe. Car évidemment, X a déjà cédé dans une grande partie sur les algorithmes, sur un certain nombre de choses liées aux lois européennes. Je ne pense pas qu'ils ont l'intention d'aller plus loin. Il est probable qu'il y ait un bras de fer avec Elon Musk, avec Donald Trump, etc. Mais de toute façon, l'Europe pourrait vouloir montrer à quel point elle est souveraine avec une décision très forte concernant X. Nous allons voir. En tout cas, on rentre vraiment dans une période extrêmement chahuté et ça ne risque pas de se calmer, puisque même si pour l'instant on a l'apparence d'un cessez-le-feu à Gaza et qu'il y a des échanges d'otages, il n'y a qu'une certitude, c'est que de toute façon pour les Palestiniens, même si des camions arrivent, le cauchemar continue. Ils sont particulièrement affaiblis, ils sont malades, ils n'ont plus de maison, ils vivent véritablement dans des camps de fortune, sans eau courante, sans électricité, alors que l'hiver est de plus en plus froid. Ils sont énormément à être blessés, à être amputés,
à ne pas savoir où sont leurs proches et ce qu'ils sont devenus, mais surtout à avoir le sentiment que le régime Netanyahou ne s'arrêtera pas là, qu'il fait ça parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Il y a une pression très forte de Trump, mais attendons-nous à des surprises, que ce soit sur le front ukrainien, sur le front en Israël, mais également en Syrie, où véritablement c'est quand même une mascarade, puisqu'un ancien chef d'ISIS est aujourd'hui quelqu'un que tout le monde vient prendre dans ses bras, serrer dans ses bras, et on regrette, on devrait pas regretter Assad. Enfin, il y a vraiment des photos qui ne trompent pas, il y a des attitudes qui ne trompent pas, mais bizarrement, tous les pays y viennent et sont fiers de réouvrir une ambassade. Donc espérons que ce sera bien pour le peuple syrien. J'en doute, puisqu'il y a de tous les côtés des crises. Erdogan évoque le fait que ISIS serait revitalisé dans la partie américaine avec les Kurdes pour faire du mal à la Turquie. Israël a pris le contrôle de 40% de l'eau de la Syrie en prenant le principal barrage à une quinzaine de kilomètres de Damas. Donc de toute façon, les lendemains dans cette région sont soumis en réalité au diktat d'Israël. Idem au sud du Liban, et c'est pas le nouveau gouvernement qui a été adoubé par une visite d'Emmanuel Macron qui dira le contraire. Par ailleurs, on note que partout où passe Emmanuel Macron, après, il y a véritablement des problèmes, en particulier en Éthiopie, avec d'importants séismes, augmentation du volcanisme, etc. Je vous dis, on est véritablement dans une période eschatologique et ça ne fait que s'accélérer. En tout cas, merci, à bientôt et je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo qui devrait, je l'espère, vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos et surtout, venez me rejoindre sur Substack parce que je pense que la censure va s'accélérer considérablement en France et en Europe au cours des prochaines semaines. À bientôt, merci. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées sous silence en Occident et qui concernent les actions de l'Ukraine à destination de ce qui se passe à l'intérieur de la Russie et des citoyens russes. Je rappelle déjà qu'il y a à peu près un mois, il y a un général russe qui a été tué devant son domicile, le général Kirillov, et qui était le général en charge des enquêtes sur tout ce qui était justement usage d'armes chimiques et biolabs militarisés qui ont été découverts par la Russie en Ukraine et qui impliquaient énormément les États-Unis, mais qui étaient liés également, puisque l'enquête du général Kirillov montrait des liens très étroits avec les États-Unis et également avec la famille Biden. Donc on peut se demander à quel point la famille Biden peut être impliquée en fait dans cette terreur qui a été mise en œuvre à l'encontre de ceux qui s'intéressent de trop près aux armes chimiques présentes en Ukraine et donc maintenant présentes et accumulées sur le territoire russe. Pourquoi est-ce que l'Europe ne veut pas en parler? Parce que de tout temps, l'Europe dit l'utilisation d'armes chimiques est la ligne rouge. Ça avait été le cas en Syrie. Et évidemment, ça a été le cas puisqu'à maintes reprises, les Européens ont essayé de faire croire que la Russie utilisait ou allait utiliser des armes chimiques contre l'Ukraine sur le front ukrainien. À l'époque où on disait la Russie a d'énormes problèmes, ils ont du mal, de façon désespérée, ils risquent d'utiliser ça. Et donc, si on parlait de cette affaire-là, évidemment, ça sous-entendrait que les stocks d'armes chimiques et la volonté de les utiliser ne vient pas du camp russe, au contraire que les Russes seraient la cible et la victime de telles armes. Et donc, tout ce qui a trait à cette affaire
ne sera pas du tout divulgué. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que c'est terrifiant. Les Russes ont eu Crocus, donc plus de 150 victimes, qui auraient pu faire 4 ou 5 000 victimes avec l'incendie énorme qui a été déclenché en parallèle pour permettre aux terroristes de fuir. Mais on a très régulièrement le FSB qui déjoue des tentatives d'attentats. En ce moment, on voit que la Russie, puisqu'elle est en train de gagner sur le front militaire, qu'elle est en train de gagner sur le front diplomatique, qu'elle est en train de gagner sur le front des équipements aussi, puisque, comme le disait le nouveau patron de l'OTAN, l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, en un trimestre, la Russie produit autant d'armes que tout l'OTAN, États-Unis inclus. Donc, chaque trimestre, l'OTAN produit ce que la Russie produit en même pas un mois. Ou alors, il faut un an pour produire ce que la Russie produit en un trimestre. Donc, on voit bien que le seul moyen d'essayer d'affaiblir la Russie, puisque les sanctions n'ont fait que renforcer la Russie et affaiblir l'Europe, mais enrichir les États-Unis, eh bien, ce sont les actions terroristes. Et on a bien vu, c'est exactement ce qui s'est passé également pour renverser le régime de Bachar al-Assad en Syrie. C'est des actions terroristes qui ont été mises en place avec énormément de moyens, donc qui dépassaient évidemment les moyens terroristes, qui impliquaient la coopération également d'Ukrainiens, puisqu'en fait les Ukrainiens maintenant sont utilisés partout dans le monde pour faire du mal à la Russie. On les retrouve en Afrique, partout où la Russie est présente. On les a retrouvés en Ukraine, où il y avait au moins une vingtaine d'Ukrainiens, puisque Zelensky en a parlé, qui étaient là avec des équipements de type drone et une équipe particulièrement spécialisée là-dessus et qui a fait beaucoup de mal à l'armée de Bachar al-Assad pendant les premiers jours. Et donc maintenant, des Ukrainiens avec des armes chimiques qui sont fournies à un citoyen russe, puisqu'il n'y a quasiment aucun doute que les armes ne peuvent venir que d'Ukraine, ou alors d'un pays par lequel elles passeraient en venant d'Ukraine, puisque c'est là que sont les réserves qui n'ont pas été détruites. Et je rappelle qu'on sait qu'elles n'ont pas été détruites parce que c'est lors de questions du Congrès américain, les responsables américains avaient reconnu qu'ils étaient au courant que des stocks d'armes chimiques étaient toujours en Ukraine, alors que la Russie a détruit tous ses stocks d'armes chimiques. En fait, le seul pays qui a encore de très importants stocks d'armes chimiques, c'est les États-Unis, à part l'Ukraine. Dans les grandes puissances que sont les États-Unis et la Russie, il y a eu longtemps une tradition d'armes chimiques, mais qui n'étaient pas utilisées. L'Allemagne a eu une très grande tradition, mais le seul pays qui a utilisé très régulièrement des armes chimiques, et il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Corée ou au Vietnam, ce sont les Américains. Et ce sont les Américains qui ont incité l'Ukraine à conserver des stocks importants d'armes chimiques et à continuer à développer de telles armes. On sait aussi maintenant que c'est avec l'aide et le financement des Américains que l'épidémie du Covid a pu avoir lieu, puisqu'en fait, c'est ce qu'on a appelé du gain de fonction de virus. Et alors là, c'est vraiment un autre type d'armes chimiques, puisque c'est des armes chimiques qui vont toucher les personnes en leur faisant croire que c'est une maladie naturelle, puisque le Covid a été fabriqué en laboratoire par les Américains. Les documents qu'avait trouvé le général Kirillov et ses équipes en Ukraine montrent que les Américains, le Pentagone et d'autres organisations américaines étaient complètement impliqués derrière l'Ukraine pour mettre en œuvre des attaques chimiques en Russie, avec la formation, avec le développement d'équipements spécifiques, mais surtout avec le développement d'armes spécifiquement à destination des citoyens russes, donc de personnes avec un génotype slave. Une des raisons pour lesquelles la Russie a décidé de lancer son opération spéciale à l'encontre de l'Ukraine, c'était parce qu'il y avait manifestement une nazification d'une partie à la fois du gouvernement
et de l'armée ukrainienne. Donc on avait parlé, entre autres, des brigades Azov ou autres, dans laquelle il y avait énormément de soldats tatoués avec la tête d'Hitler, avec des croix gammées, etc. Et donc on a vu que les Russes avaient parfaitement raison, puisque dès le début de l'opération spéciale, ils ont pu saisir un grand nombre de militaires et un grand nombre d'équipements qui prouvaient qu'il y avait cet état d'esprit au sein de l'armée ukrainienne. Ensuite, quand on perd avec des méthodes traditionnelles et qu'on n'a pas de limite, évidemment, l'arme chimique est quelque chose de terrifiant. Donc les Russes sont préparés à ça. Je pense que toute leur armée est équipée pour éventuellement faire face à de telles attaques. Mais c'est surtout les civils, hein, parce qu'en fait, sur le front en Ukraine, il y a toujours des villages, il y a toujours des civils qui sont restés dans les villages, qui vivent dans les caves, et qui pourraient être évidemment les premières victimes, les premiers morts de telles armes chimiques qui, en plus, resteraient très durablement sur le terrain, puisque ça polluerait l'eau, ça polluerait la nature, ça polluerait tout. Donc je pense qu'un certain nombre de personnes peuvent inciter le gouvernement ukrainien à agir de cette manière et à franchir une ligne rouge pour pousser les Russes à réagir de façon très ferme. J'ai quand même l'impression que jusqu'à présent, Zelensky, qui n'a pas hésité à faire beaucoup de choses abominables à l'encontre des Russes, a vraiment une grande hésitation sur les armes chimiques, comme sur le nucléaire sale, voire même faire exploser la centrale de Zaporijjie, qui fait partie des choses pour lesquelles on sait que les Ukrainiens ont hésité. Il y a eu, par exemple, aussi la destruction du barrage sur le Dniepr et qui avait provoqué d'importantes inondations. Donc on voit qu'il n'y a pas de limite, mais si on parle des conventions de guerre, il faut quand même rappeler la difficulté pour les échanges de prisonniers et toutes les images qui ont circulé qui montraient que beaucoup de prisonniers russes étaient exécutés par les Ukrainiens, même après s'être rendus, ou alors avaient des blessures, c'est-à-dire que même arrêtés, ils se prenaient des balles dans le genou ou dans la cheville qui allaient provoquer leur mort dans des douleurs horribles. Tout ça, ça a été documenté, ça a été prouvé. Donc en termes de crimes de guerre, je pense qu'on a dépassé toutes les limites. Mais c'est sûr que les armes chimiques, c'est une possibilité, c'est une crainte, mais pour l'instant, cette ligne rouge n'a pas été franchie. Et espérons que ça reste le cas jusqu'à la paix. Alors, déjà, ce qu'on doit dire absolument, c'est que le gouvernement ukrainien, l'État ukrainien et, d'une façon générale, l'Ukraine dans son ensemble, ne survit que grâce à l'aide massive de ses sponsors occidentaux. Les États-Unis, je crois que le chiffre total, c'est 187 milliards de dollars en 2 ans, sachant qu'il y avait eu déjà des dizaines de milliards de dollars avant même l'opération spéciale russe, puisque Blinken a dit que ça faisait au moins 8 ans que les États-Unis fournissaient des armes, des entraînements, etc., pour mettre l'armée ukrainienne aux normes de l'OTAN. L'Europe a donné à peu près la même chose et continue à donner la même chose, puisqu'au cours des dernières semaines, que ce soit l'Ukraine ou l'Europe, ça a été de nouveau des milliards de dollars qui ont été injectés en Ukraine. Les Américains voient ça comme un investissement, c'est-à-dire qu'ils donnent cet argent et à charge pour l'Ukraine de redépenser cet argent pour acheter des armes aux Américains. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme une lessiveuse. Mais ce qui a été découvert récemment, donc un énorme scandale, et qui a été reconnu par Zelensky, c'est qu'il ne sait pas où sont passés à peu près 80 milliards de dollars. Donc, soit il est sincère, soit il y a eu 80 milliards de dollars qui sont retournés à des commanditaires aux États-Unis, en Europe, des pots de vin. On a vu au cours des 2 dernières années de l'opération spéciale des voitures avec des députés européens, ukrainiens ou leurs femmes dans lesquelles il y avait 10, 20, 30, 40 millions de dollars. On sait que partout dans le monde, les Ukrainiens vivent comme des pachas et ils achètent des maisons très luxueuses
un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Floride par exemple, ou en Californie, mais également en Espagne ou partout. Donc ça crée à chaque fois des scandales. Il faut aller dans les palaces en ce moment dans les Alpes ou en été sur la Côte d'Azur pour voir qu'on parle énormément l'ukrainien. Donc il y a énormément de pots de vin. Le grand changement au cours des derniers mois et des dernières semaines avec Zelensky, c'est que comme il sent qu'il y a un fort risque que les États-Unis, avec la nouvelle administration Trump, ne continue pas à abreuver l'Ukraine de la même manière en financement, même si l'administration Biden a tout fait pour que Trump soit obligé de continuer sur ce terrain de la même manière, eh bien Zelensky est obligé de s'assurer que les pays européens vont continuer à faire la même chose. Et il se trouve que quand le président slovaque Fico, ou Premier ministre slovaque Fico, s'est rendu pour voir Zelensky, puis pour voir Vladimir Poutine, pour essayer de devenir un médiateur d'une paix entre les deux, lorsqu'il a croisé Zelensky, ce dernier lui aurait proposé de façon très nette des pots de vin substantiels, en lui disant que d'une part, s'il n'acceptait pas, de toute façon, il serait contraint par l'Union européenne à accepter et à rallier le camp de ceux qui veulent continuer à financer l'Ukraine. On a vu que ce soit la Hongrie, Roumanie, Slovaquie, etc. Tous les pays qui essayent de s'éloigner de cette volonté de l'Union européenne du quoi qu'il en coûte contre la Russie ont eu leur pays avec d'importantes sanctions, d'importantes menaces, des tentatives d'assassinat, puisque Fico a eu une tentative d'assassinat, il n'est pas le seul. Il y a eu un changement électoral en Roumanie, puisque le candidat qui allait gagner l'élection en Roumanie, l'élection a été invalidée, et elle n'est pas invalidée pour une autre raison que le fait que c'était un candidat pro-russe. Donc on voit qu'on est véritablement dans une période où tous les moyens, y compris la corruption, sont mis sur la table pour obtenir une forme d'unanimité au sein de l'Union européenne pour continuer à déverser des milliards vers l'Ukraine, alors que dans le même temps, les Français ne peuvent pas changer de voiture et bientôt ils ne pourront pas rouler où ils veulent avec leur voiture, puisqu'il y a des nouvelles règles climatiques qui empêchent de rouler. L'électricité a des prix mais complètement délirants. Il y a énormément de petits commerces qui souffrent, qui peuvent plus chauffer leurs magasins en hiver parce qu'on n'a plus le gaz pas cher russe et qu'on a du gaz très cher qui vient des États-Unis. Donc toutes les factures ont explosé. Et malgré tout, on continue à ne pas vouloir parler avec la Russie. Et dernier détail très important, au cours des dernières semaines, on a Elon Musk, le milliardaire américain, qui a été un grand soutien de Donald Trump, qui s'est mis à s'engager pour la candidate dite patriote, donc de l'AfD en Allemagne. Et il a dit, pour sauver l'Allemagne, il faut cette candidate. Et quelles sont les deux principales propositions de la candidate en question dans le domaine de l'énergie? Première proposition, en finir avec l'éolien et toutes ces folies, puisqu'en fait ça coûte de l'argent et ça ne rapporte absolument rien, pas d'électricité. Et réouvrir, donc réparer, autant que ce soit possible, ou remettre en œuvre un nouveau Nord Stream pour que le gaz russe revienne en Allemagne. Donc évidemment, on comprend pourquoi toute l'Europe fait maintenant bloc contre elle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire, puisque c'est Elon Musk qui privilégie cette candidate, que peut-être Donald Trump a changé d'avis au sujet, en tout cas, d'une partie du pétrole et du gaz russe vers l'Europe. Parce que ce que Donald Trump comprend, c'est que l'Europe est sur le point de s'effondrer économiquement. Il y a un chômage qui galope en Allemagne. Il y a une violence qui devient très forte en Allemagne. On a vu, il y a eu un attentat récemment en Allemagne avec un chauffard saoudien, mais dans la mouvance sioniste, donc un fan à la fois de l'OTAN et du gouvernement Netanyahou. Donc pas du tout côté russe ou migrant, en fait, vraiment côté allié des États-Unis, entre guillemets.
Et donc pour créer une crise en Allemagne à l'encontre des migrants, mais également à l'encontre de l'AfD, puisqu'en fait toutes ces choses-là arrivent pour perturber les gens et permettre au gouvernement de dire, vous voyez, tous ces gens qui sont racistes, c'est dangereux, donc on ne peut plus les laisser à la télé. Et donc c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que cette direction fait que toute l'Europe, tous les pays européens, les partis traditionnels sont en train de dire, on a déjà sanctionné les médias russes, maintenant il faut sanctionner les médias libres américains, donc sanctionner X, et sanctionner les partis qui n'ont pas conscience qu'en voulant recommencer à traiter avec la Russie, ils font un jeu dangereux pour l'Europe. Et donc on est véritablement avec ce qui était le plus à craindre, c'est qu'une Europe qui devient dictatoriale, qui veut censurer ses citoyens, qui veut interdire les partis qui dérangent. Donc on a vu en Roumanie, et on a un ex-commissaire européen qui s'appelle Thierry Breton, qui devant la télé a dit « De toute façon, je pense que si en Allemagne le vote se mettait à ressembler à ce qu'il y a eu en Roumanie, on interdira, on fera en sorte que cette élection soit invalidée. » Donc vous voyez, on arrive vraiment à... en fait, tout ce qui a été reproché à la Russie et qui évidemment ne se passe pas en Russie, c'est exactement le modèle de l'Union européenne. C'est dire n'importe quel mensonge et bêtise aux citoyens à la télé. Et si jamais, malgré ça, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des conférences ou autres, ils comprennent la situation et que des partis qui disent la vérité émergent, eh ben, ces partis seront interdits par l'Union européenne. Donc c'est catastrophique et il est temps que ça change. Au cours des derniers jours, il y a eu un certain nombre de nationalistes qui ont parlé dans les médias ukrainiens. Et qu'est-ce qu'ils ont expliqué ? Ils ont expliqué le mode de recrutement à l'intérieur de la société ukrainienne. Donc qui était sur la base des clubs de sport, des clubs de hooligans, mais également de tout ce qui était entraînement, tir à l'arme à feu, les bars, etc. Et on voit comment en fait cette mouvance a pu grandir avec des fonds considérables qui arrivaient des États-Unis, ou des fonds considérables qui arrivaient de Soros, ou d'un certain nombre d'oligarques qui servaient d'intermédiaires, en fait, pour abreuver ces mouvements nationalistes avec de l'argent. Parce que qu'est-ce qui se passait ? Et c'est ce qui expliquait très bien un présentateur que j'ai vu sur une chaîne ukrainienne, donc j'ai vu la version traduite, et il expliquait qu'en fait, grâce à ces méthodes d'infiltration très jeunes, donc des jeunes dans les clubs de foot, des 12 ans, dans des clubs paramilitaires, etc., quand ils arrivaient à 18 ans, ils n'avaient qu'envie de découdre avec les Russes, de s'inscrire à l'armée. Et la personne regrettait qu'au cours des dernières années, il n'y ait pas eu le même type d'investissement, ce qui expliquait pourquoi c'était si dur de recruter en fait des nouveaux militaires au sein de l'armée. Puisqu'en fait, ce type d'argent et ce type d'opération a été financé jusqu'à 2014, jusqu'à Médane. C'était pour préparer Médane et avoir toutes ces forces-là très impliquées en fait pour faire une guerre civile et prendre le contrôle de l'Ukraine. Comme ça a été très bien montré dans le film d'Oliver Stone et dans d'autres films, c'était Ukraine on Fire, et j'invite les gens à regarder ce film. Et donc il montre comment en fait on crée un peuple nationaliste extrémiste, enfin une partie du peuple, qui va pouvoir prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, c'est vrai que le président ukrainien de l'époque n'a pas pris la mesure des choses et il n'était pas en Ukraine au moment où il aurait dû être pour éviter en fait que le coup d'État réussisse. Maintenant, il continue avec d'autres types de moyens, mais surtout, en fait, ils font appel à des nationalistes anti-russes de toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des mercenaires, mais ça, il y en a depuis le début. Maintenant, il y a de plus en plus de soldats d'actifs. On sait qu'il y a des soldats français qui sont sur le terrain et des hauts gradés, des unités spécialisées. On sait d'ailleurs qu'il y a des Français qui sont morts, mais pas que. Les Russes, d'ailleurs, ont fourni les chiffres sur le nombre de Polonais, le nombre d'Allemands, le nombre de Français, de tous les pays d'Europe qui sont là, d'Américains, de Canadiens, des gens qui viennent de partout. Donc c'est véritablement a été cultivé depuis très longtemps.
longtemps, mais par Hollywood, par Netflix, par tous les moyens, l'éducation nationale, une haine de la Russie et un amalgame entre ce qu'est la Russie de Poutine et ce qu'elle pouvait être peut-être à l'époque des bolcheviks ou à d'autres époques. Évidemment, c'est plus du tout la même chose, mais les gens ne le savent pas. Les gens continuent à croire que la Russie, c'est un ogre rouge, y compris en Ukraine, ce qui est complètement aberrant, mais y compris en Ukraine. Et les gens ont l'impression qu'en allant combattre la Russie, ils sont en train de sauver le monde. Mais ce qui est vraiment absurde, mais qui s'explique parce qu'en fait, il y a cette censure totale. Et je veux rappeler un point très important. Au moment de la Coupe du Monde de football qui a eu lieu en Russie, et qui a été d'ailleurs gagnée par l'équipe de France de football, eh bien, l'équipe de football des États-Unis ne s'était pas qualifiée. Et ça avait été un grand scandale, parce que l'équipe était certaine de se qualifier, et elle avait perdu son match de qualification contre une équipe qui n'avait jamais gagné aucun match de qualification pour s'assurer qu'elle n'irait pas. Donc les joueurs avaient été particulièrement déçus. Pourquoi ils avaient fait ça? Pour que les Américains ne puissent pas voir des images de la Russie. Et en fait, quand les gens ne voient pas les images d'un pays, ils ne peuvent pas comprendre que tout ce qu'on leur raconte, toutes les images d'Épinal de la Russie, sont fausses. Parce que quand vous regardez le cinéma et que ça parle de la Russie, on ne voit pas évidemment la modernité de Moscou, les restaurants, les bars. On a l'impression que c'est entièrement contrôlé par des mafias, des gens dangereux qu'on se fait tuer dans la rue, que c'est très sale, etc. Alors que Saint-Pétersbourg et Moscou, en réalité, sont parmi les plus belles villes du monde, des villes qui sont devenues très sûres. Et les seuls moments où ces villes étaient dangereuses, c'était à l'époque où les Américains contrôlaient complètement ce qui se passait, les Américains, les Anglo-Saxons et un peu les Français, c'est-à-dire dans les années 90, à l'époque du gouvernement Helsinki, où évidemment c'était complètement débridé puisque la Russie était en train d'être dépecée. Et l'idée c'était que le peuple russe était tellement préoccupé par ce qui se passait là-bas qu'ils n'avaient pas le temps à consacrer à faire une révolution parce qu'on était en train de piller leur pays en fait. Et c'est véritablement tout le temps comme ça que ça se passe. Donc ce qu'a réussi à faire Vladimir Poutine, évidemment, effraie les pays de l'Occident, et ce qu'il est en train de faire avec la Chine dans le cadre des BRICS, mais pas que la Chine, hein, puisque l'Indonésie vient de rejoindre les BRICS officiellement, eh bien ça peut changer la donne pour le dollar et évidemment pour l'euro. Mais jamais la Russie a eu envie de faire du mal ni aux Américains ni aux Européens. Ils sont obligés de faire ça pour se défendre, parce qu'à la fois les Américains et les Européens ont utilisé la monnaie, ont utilisé les systèmes financiers pour voler les Russes et pour leur faire du mal. Et donc les Russes ne font ça que pour se défendre, pas pour créer du tort aux autres. Donc ils espèrent, et Vladimir Poutine, Lavrov, tous le disent en permanence, qu'une paix soit mise en place, mais face à des gens qui utilisent le mensonge, qui utilisent la propagande anti-russe, c'est très difficile, puisqu'ils réussissent même à recruter des terroristes qui vont risquer leur vie pour quelques milliers de dollars et aller tuer des civils russes. Donc on voit que les gens sont complètement abrutis sur la réalité de la Russie aujourd'hui. Alors pour l'Ukraine, les nationalistes, c'est eux qui tiennent les rênes de l'Ukraine. Il faut se rappeler que Zelensky avait été élu par la majorité pro-russe des Ukrainiens et qu'il était peut-être sincèrement avec l'idée de faire la paix et d'apaiser les choses. Mais dès qu'il a commencé à exercer le pouvoir, il a immédiatement été pris en main par les nationalistes ukrainiens anti-russes, donc russophobes. Et on a bien vu à ce moment-là que c'était eux qui contrôlaient toutes les orientations politiques du pays, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine économique, puisqu'il y avait clairement une volonté de ne travailler qu'avec les États-Unis, qu'avec l'Union européenne, ce qui est une profonde aberration, une méconnaissance, puisque pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, l'Ukraine est complètement dépendante de l'énergie russe et des aides de la Russie. Je rappelle d'ailleurs que pour aller vers l'Union européenne, le gaz russe circulait encore jusqu'au 1er janvier par l'Ukraine, et que l'Ukraine recevait de l'argent tous les mois de la Russie, de Gazprom,
pour le transfert du gaz. Donc on a là un pays qui n'a même plus besoin de gagner de l'argent par lui-même, qui fait confiance aux Américains et aux Européens pour donner beaucoup plus que ce dont ils ont besoin pour payer des bacs chiches et pour réarmer, recruter des soldats. D'ailleurs, en parlant de recrutement de soldats, il y a beaucoup d'informations qui disent qu'entre la publicité où ils annoncent des salaires mirobolants et la réalité, une fois que les soldats sont sur le terrain, est catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés, ils sont dans des conditions de vie qui sont épouvantables. Et on leur dit, bah, écoute, ok, tu as signé ça, mais il n'y a plus d'argent, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais si on gagne la guerre, si tu te bats bien, peut-être qu'il y aura de l'argent pour toi. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, et c'est abominable, parce que c'est un peuple, des générations entières qui sont détruites. Les chiffres qui sont le plus communément acceptés, c'est qu'il y a eu entre 600 000 et 1 million de jeunes Ukrainiens qui sont morts au front. C'est énorme pour un pays de 40 millions d'habitants. Alors, juste un petit message pour vous parler du miel que vous pouvez découvrir en me contactant. Donc là, c'est un pot qui fait un peu plus de 500 grammes. C'est du miellat de sapin. Donc chaque pot, en fait, est sculpté individuellement à la main. C'est moi qui le fais. Il y a des cœurs, il y a des fleurs. Il y a parfois des sapins. Là, c'est du miel à l'acacia, donc on ne se rend pas bien compte, mais il est véritablement d'une couleur superbe. On croirait qu'il est vivant. D'ailleurs, parfois, des personnes utilisent des pendules et me disent que véritablement, il renvoie une énergie très très forte. Et par ailleurs, le goût est absolument sublime. Et ici, quelque chose de très spécial, c'est du miel à l'ail. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est la meilleure saison pour vous intéresser au miel et redécouvrir le miel. À bientôt. Le contact pour le miel, Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, @55betchasse.com, 55BE2LECHA2SE.com. Bertrand @55betchasse.com. De toute façon, ça s'affiche. À très bientôt. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne fin d'année. Surtout, partagez cette vidéo, commentez-la et on se reparle très rapidement. Merci.